Coopération internationale, intégration régionale et francophonie. En quoi aura-t-il marqué ce méga-ministère ? Face à face spécial ce jeudi 25 mars, après le journal de 19h. Je reçois le ministre d'État Pépin Guillaume Mandjolo. Une coopération active et dynamique au service de la population congolaise en conformité avec les piliers du gouvernement et pour être en adéquation avec la philosophie du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, le peuple d'abord. Ça, c'était ce qu'annonçait Pépin Guillaume Mandjolo Bouakila, le ministre d'État à la coopération internationale, l'intégration régionale et francophonie, quand il est arrivé à la tête de ce méga ministère. Monsieur le ministre d'État, bonjour. Bonjour. Avec au cœur de cette diplomatie au développement, deux axes directeurs, le transfert des technologies et la promotion de l'intelligence. Alors tout à l'heure, j'ai dit méga ministère, vous avez 3 départements, coopération internationale, intégration régionale et francophonie. Commençons par la coopération internationale. La politique de la main tendue, c'est fini ? Ce que j'essaie d'apporter comme innovation au niveau de ces ministères, parce que nous avons vécu depuis très longtemps dans la mendicité. J'ai eu d'ailleurs un plaisir extraordinaire comme rappel par une jeune dame à Paris qui me disait qu'effectivement c'était assez intéressant d'entendre pour la première fois pour elle que les ministres de la République, enfin de la RDC, disent nous allons sortir de la diplomatie, de la mendicité vers la diplomatie au développement d'égal à égal. Et je disais que c'était sur les fondements de la déclaration de Paris, sur les fondements du programme d'action d'Accra et des Busan. C'est-à-dire que l'appropriation de l'aide doit être adressée à ceux qui doivent les recevoir et à eux de pouvoir définir comment ils comptent l'utiliser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir aider la RDC dans un domaine dont il n'a pas besoin, par exemple. Alors c'était un peu ça. Et puis il fallait aussi définir les nouveaux cadres de coopération, ce qui n'a jamais été le cas. Ce qui est habituellement, les pays avec lesquels on a coopéré depuis les années 60, qui nous ont accompagnés, ont été dans une sorte d'assistanat. D'ailleurs, on appelle ça assistance technique. Vous comprenez, les termes est déjà péjoratif en lui-même. Il aura fallu à un moment donné qu'on apprenne à pêcher nous-mêmes, plutôt que d'être censé s'accompagner. Oui, mais puisque vous soulevez les termes péjoratifs, il y a d'abord le terme aide. Qui dit coopération au développement, dit soutien d'un pays à un autre pour lui permettre de se développer. Maintenant, c'est vrai que la forme de ce développement est à définir par le pays à développer, mais souvent, par manque de compétences et d'expérience, cette aide, elle structure aussi cette coopération au développement. Alors, en quoi est-ce que vous pensez avoir mis un terme à cette entre guillemets mendicité? Vous savez, si vous prenez de manière générique cette approche-là, ça n'irait pas parce que tout simplement, c'est jusqu'à aujourd'hui l'approche qui a été prise. Il s'agit de la RDC, il ne s'agit pas de n'importe quel pays. Quand on parle de l'aide au développement pour n'importe quel pays du monde, on comprendrait. Mais quand il s'agit de la RDC, il faut y regarder de plus près. C'est quoi la RDC? Cette définition-là n'est pas encore venue suffisamment dans nos têtes pour comprendre qui sommes-nous. Nous avons été les centres du monde depuis très longtemps. Grâce à notre caoutchouc, par exemple, qui a fait que le monde, aujourd'hui, circule sur les pneumatiques plutôt que sur les jantes. C'est la RDC. Et ça nous a coûté la moitié de la population, avec les mains coupées, qui vous en souviennent. C'est cette même RDC qui a permis qu'on puisse ponctionner un peu de son uranium pour confectionner les bombes qui ont servi à Nagasaki, mauvais souvenir bien entendu, et à Hiroshima. Ça venait de la RDC. Donc notre participation à l'évolution du monde est manifeste. Est énorme. Et par conséquent, on ne doit pas avoir les types d'aides pareilles que les pays pauvres, complètement dans une situation de délabrement absolu. On n'est pas ces pays-là. C'est cette même RDC aujourd'hui qui est à la base, ou qui est la transition énergétique avec son cobalt. Nous ne sommes pas n'importe quel pays. Alors on ne peut pas aligner un chapelet d'aides à distribuer sur la planète avec les yeux larmoyants en disant voilà tel pays. Non, nous sommes la RDC. Oui, mais c'est ça la différence. Oui, mais la RDC, elle est jusqu'à ce jour incapable de définir son modèle de développement. Mais c'est très bien. En fait, vous avez bien dépeint la situation puisque vous me parlez de l'aide d'un côté, vous parlez de la coopération. En même temps, vous avez souligné qu'effectivement, je suis arrivé avec l'idée de la promotion de l'intelligence pour la transformation des matières premières. C'est ce que j'ai proposé. On ne peut pas continuer à pouvoir dire on a ceci, on a cela, mais factuellement, on n'a rien. Alors, on fait comment? Lorsque vous avez les plans Marshall en Europe pour aider les Européens, parce qu'ils ont été aidés,
L'essentiel de cet apport américain a été investi dans la recherche fondamentale et appliquée. Parce qu'il faut s'autosuffire, il faut créer la chaîne des valeurs. C'est la première chose à faire. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, matin, midi et soir, ça ne vaut rien du tout, il ne sortira rien. On va colmater ici, on va couvrir par là et tout ça, finalement, il n'y aura rien. Mais si vous mettez les jeunes gens dans les bonnes dispositions, parce qu'en RDC, finalement, on a des petits génies depuis très longtemps. Nous sommes à la base, par exemple, des premiers éléments des mathématiques avec le bâton du Shango. Nous sommes d'accord, mais qui va les mettre dans les bonnes dispositions? Mais c'est le gouvernement congolais. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai proposé au gouvernement. J'ai proposé une réforme majeure au gouvernement. Vous avez été entendu, cette réforme n'est pas passée d'application? Ah non. Une chose l'une, c'est-à-dire qu'on a des séquences. Moi, je suis parti au gouvernement avec un dossier bien ficelé. J'ai présenté la nécessité de mettre en place un mécanisme de la transformation de matières premières à travers la jeunesse congolaise. C'est-à-dire que soutenir par des bourses que la RDC elle-même fournit, pas qu'on nous donne de l'extérieur, que la RDC elle-même conçoit, structure et donne aux jeunes gens. J'ai proposé, ça a été accepté, adopté. Maintenant, c'est la mise en œuvre. J'espérais que celui qui viendra après moi sera en mesure de mettre ça en œuvre. J'ai fait des ateliers pour pouvoir concevoir la matrice permettant de sélectionner les jeunes gens et en même temps sélectionner les universités qui devaient être bénéficiaires à la fois de ces fonds-là pour permettre la recherche fondamentale et appliquée. De l'autre côté, les start-up, les jeunes gens qui ont des idées, des transformations, ce n'est pas normal qu'on ne soit même pas en mesure de transformer la moindre chose. Ce n'est pas normal qu'on vive toujours du troc jusqu'aujourd'hui. Quand vous entendez parler du secteur minier, les gens se prévalent, oui, les mines, ceci, cela, tout ça, mais on fait du troc. Nous sommes encore dans la quête et les trocs, jusqu'aujourd'hui. Monsieur le ministre d'État, on peut dire dans cette matière, vous êtes encore en train de conjuguer au moment du bilan le verbe faire au futur. Rien n'est encore réalisé. Ah non. Qu'est-ce qui a été formellement réalisé de cette promotion des intelligences pour la promotion des matières premières? Monsieur Christian, la grande difficulté qui est la nôtre, c'est qu'on agit avant de penser. Et on voit les résultats à chaque fois. On agit toujours avant de penser. Dans les mythes décisifs, Camus nous dit « Faites un effort. Pensez d'abord, agissez par la suite. » Ce que je vous dis par rapport à ces réformes, je l'ai pensé, couché sur le papier, publié, il y a déjà presque 10 ans. Arrivé au gouvernement, je l'ai mis en œuvre. Ça a été adopté. Maintenant, il appartient à celui qui aura ses ministères entre les mains de mettre ça en œuvre, parce qu'il y a des mécanismes pour la mise en œuvre, puisque c'est stade par stade. Donc il était impossible dans l'année et demie où vous avez été à la tête de ce ministère de faire en sorte que celui qui vient nous aider tienne plus compte de ce que nous lui disons que de ce que lui amène? Ah non, ça c'est deux choses différentes. Ici, non, on parle de choses différentes. Il y a les paramètres ou les corollaires qui portent sur ce que moi j'ai proposé en tant que RDC de manière individuelle. La promotion de l'intelligence est une activité RDC, rien que RDC. Oui, ça j'ai bien compris. Bon, maintenant, la coopération, les cas de coopération par rapport au soutien extérieur, ça n'est une autre. Alors, sur ces plans précis, je clôture là-dessus. J'ai reformulé les cadres de coopération en y intégrant les transferts de technologies. C'est ça la différence. Et ça commençait déjà à donner les fruits parce que la plupart d'entrepreneurs qui doivent venir, vous avez vu dernièrement, les Allemands ont débarqué ici en grand nombre parce que tout simplement, les cadres aujourd'hui sur lesquels nous travaillons permettent à ce que les Allemands ne nous assistent pas comme depuis les années 60, mais viennent investir ici et forment la jeunesse par rapport à ce qu'il faut faire en termes de transfert des technologies, transfert des compétences. Donc ce sont des choses qui sont factuelles et opérationnelles, qui doivent déjà commencer, mais malheureusement avec l'arrêt de Conseil des ministres, je ne peux pas aujourd'hui dire où est-ce qu'on aurait pu être si jamais on avait continué de cette façon-là. En termes de transfert des technologies, en termes de promotion des intelligences, on revient donc au modèle des bourses de l'économie, on revient donc au modèle du début des indépendances où la RDC avait plus besoin de formation de ces intelligences que d'aide primaire à ces populations. C'est ce que vous êtes en train de dire? Non, pas du tout, je ne dis pas ça du tout, on se comprend peut-être mal ou je m'exprime un peu moins bien. Je souhaiterais pouvoir préciser ceci. L'autoprise en charge passe par l'évaluation de ce que vous êtes. Aujourd'hui, la RDC a énormément de talent, aussi bien au plan interne qu'au plan international. Vous n'êtes plus à la quête des talents. Vous allez dans les grandes universités américaines, vous tombez sur des femmes et des hommes qui enseignent, qui forment. Vous avez un des meilleurs philosophes de la planète depuis les 50 dernières années, tout ça, qui s'appelle Mudimbe. Il est en Amérique, c'est un Congolais.
vous avez l'Ingal, vous avez énormément de scientifiques qui sont là. C'est parce que nous manquons, on a des Mouyembe ici qui font les preuves et tout ça. Donc c'est pas, dans ce domaine, on n'a pas de problème. Individuellement, nous sommes très forts. C'est collectivement que nous avons un problème. Là, c'est là le problème. Là, il appartient à certains ministères dont la vocation de pouvoir regrouper, évaluer, sélectionner sur le plan international les meilleurs d'entre nous pour pouvoir les mettre dans les conditions avec les moyens nécessaires. Donc quand je parle de cette réforme majeure qui est la promotion de l'intelligence, ça participe notamment à ça. Parce que ce que vous investissez 1 milliard aujourd'hui dans ces domaines-là, dans 5 ans, vous avez 100 milliards. Nous sommes d'accord. Mais c'est ça l'intérêt. Alors, il faut qu'on refasse le lien pour que les auditeurs ne se perdent pas. On parle de coopération internationale, on parle aussi de promotion des intelligences pour la promotion des matières premières, afin que nous soyons, nous, plus en mesure de contrôler ce que nous produisons. Restons sur la coopération en elle-même. Le gros problème aujourd'hui, la grosse question, c'est quelle est cette enveloppe globale? À quel niveau sommes-nous, on va dire, aidés, parce que c'est le terme? La coopération au sens du soutien, de l'accompagnement des partenaires au développement, pour la diplomatie au développement, sur mon bilan de 2020, j'ai dépassé les milliards. C'est ventilé, il y a les Américains, il y a les Allemands, il y a les Belges, puisqu'il y avait un reliquat qu'on avait fait avec les Belges pour les pics 2010-2013, il y avait un reliquat de plus ou moins 100 millions qui avait été ajouté, dont notamment aujourd'hui affecté à la formation professionnelle ici à Kinshasa. Bon bref, il y a plusieurs domaines. 1 milliard d'aides en 2020. 1 milliard. J'ai obtenu 1 milliard d'aides. Qui va où? Principalement. Une partie dans l'agriculture, une grosse partie dans l'agriculture, les routes de desserte, soutien à l'administration, soutien aux écoles primaires et secondaires pour l'essentiel, pas au niveau universitaire. Donc voilà un peu la cartographie. Bon, une partie aussi qui est dans les cadres de la coopération décentralisée, qui part directement aux provinces. Vous savez qu'on a une difficulté avec la caisse des péréquations, ce qui fait que les provinces ne reçoivent rien. Alors partant, lorsque je suis face aux partenaires, on essaie de faire des enveloppes, de partager des enveloppes entre l'enveloppe qui vient au niveau central pour la politique centrale et l'enveloppe qui est irriguée directement vers les provinces, vers les entités décentralisées. Donc ça, j'ai pu faire ça aussi dans ces cadres. Tous les projets sont congolais, initiés par les Congolais, proposés par le Congolais, acceptés par les partenaires. Bon, c'est-à-dire qu'au départ, ce n'était pas ça. Au départ, ce sont des projets qui avaient été confectionnés dans les laboratoires étrangers. Ils venaient avec ces projets clés en main. J'ai dit que ce n'était pas possible, en tout cas sous mon mandat, ce n'était pas possible. J'ai dû revoir avec tous les partenaires la nécessité de modifier. Je prends l'exemple tout à fait basique des États-Unis d'Amérique, avec lesquels on a discuté sur la prorogation de l'ancien programme à partir de 2019, il restait plus ou moins 20 millions de dollars à pouvoir affecter. Je leur ai dit qu'avant de signer ces 20 millions de dollars pour continuer le programme ancien qui était les leurs, confectionné par eux, il aurait fallu qu'on puisse déjà s'entendre sur la suite. Je suis bien gentil de pouvoir signer les 20 millions restants pour que vous continuiez à mettre en œuvre. Et de toute façon, on sait très bien que tous ces programmes-là, globalement, la moitié de l'argent répare. Parce que bon, ce sont eux-mêmes qui sont les coopérants, qui bénéficient de toutes les facilités et tout ça. Et l'affectation proprement dite sur le terrain, c'est pas grand-chose. Ça, vous n'avez pas réussi à faire changer ça? Mais non, je l'ai dit, j'ai réussi à faire changer parce que les nouveaux cadres prennent ça en compte, contrairement à l'ancien cadre. Je l'ai dit aussi parce que tous les collègues, certains collègues étaient avec moi face aux Européens quand on discutait sur l'accord des Cotonou. J'ai fait la démonstration qu'est-ce qui était fait sur un projet précis de 25 millions d'euros donnés à l'armée. Globalement, il n'y avait que 7 millions d'euros qui avaient été affectés sur 25. Moins de 30%. J'ai fait la démonstration devant les ambassadeurs. Ce n'est pas une chose qui a été cachée. Bon, c'était officiel, c'était ouvert. J'ai fait la démonstration. Avec ce type de coopération, on ne s'en sortira jamais. Alors, pour revenir aux Américains, donc, après avoir discuté sur la mise en œuvre des 20 millions restants, je dis voilà, les projets suivants, les programmes suivants, des 600 millions de dollars. Signé le 21 novembre 2019. Il aurait fallu qu'on puisse en discuter autrement pour voir comment est-ce qu'on va l'affecter. Est-ce que cela a été le cas? Tout à fait. J'ai réuni autour de moi un certain nombre de ministres, dont celui de la décentralisation, les ministres des TPST, santé, et agriculture. Ils étaient autour de moi à l'occasion. Il y a eu des images par rapport à ça pour leur dire voilà, l'enveloppe que j'amène des Américains, comment on l'affecte? Et puis on a regardé notre plan national stratégique de développement. Et on a commencé maintenant à ventiler
secteur par secteur, pour dire, voilà, avec les Samions, on mettra à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et puis, après, on a revu les Américains pour leur dire, voilà, ce qu'on désirait faire avec l'argent qu'ils nous proposaient. Et ils l'ont accepté. Tout à fait. Sur les 600 millions, combien vont vraiment rester au Congo? Ici, on est dans On est à plus du tiers? Là, on a au-delà de la moitié. Il y a la logistique qui prend quand même en charge, qui prend un peu d'argent. Et puis il y a aussi les déplacements. Vous savez que l'accès à plusieurs sites est complètement difficile et ça coûte de l'argent. Donc là, à ce côté-là, il n'y a pas de problème. Il faut y aller. Les rémunérations, il faut prendre en considération. Et finalement, sur le terrain, quand même, il y a une quantité plus importante qui est prise en charge aujourd'hui. C'est une réalité aussi factuelle. Le ministère a instauré l'évaluation annuelle de la coopération avec ses partenaires pour encourager les bons élèves ou réajuster le tir pour certains partenaires. Ça, c'est ce que vous annoncez dans votre bilan. Alors, de ce milliard de dollars, nous, on aimerait quand même que vous nous dites que plus de la moitié, ou sinon le milliard de dollars, parce que c'est le chiffre annoncé, arrive en République démocratique du Congo. Combien, puisque vous êtes, en chevauchement sur 2 années, les programmes étant conclus avant vous, à quel niveau avez été-vous capable de renverser la tendance? Mais dès lors que vous modifiez les cadres de coopération, que les principes qui doivent maintenant présider au fonctionnement sont là, admis par tous, dès cet instant-là, il y a renversement des valeurs et d'options, et les conséquences positives coulent d'office. Bon, mais j'aimerais me rappeler 2 petits éléments assez rapidement. Les délais que j'ai passés à la tête du ministère partent du mois de septembre 2019, je dirais jusqu'au mois d'octobre-novembre 2020. C'est-à-dire que les grandes décisions qui sont prises, puisque à la suite, par exemple, du ministre Tunda, j'ai repris aussi la gestion de la commission de loi au niveau du gouvernement. C'est moi qui ai présidé ça. Alors, donc, dès l'instant où on arrête des conseils des ministres, il n'y a plus la commission de loi pour les règles applicables à toutes les situations, et par conséquent, on ne fait plus rien, donc on fait les affaires courantes. Donc, à partir du mois d'octobre, plus ou moins, on est dans les affaires courantes, qui ont été maintenant finalisées avec l'avènement du nouveau Premier ministre et la démission de l'ancien. Donc, alors, vous devez calculer, en ce qui me concerne personnellement, de septembre 2019 à octobre, c'est à peine un an. 2020, à peine un an. Alors, ces réalisations doivent être positionnées sur ces délais de temps. Bon, maintenant, la République fonctionne quand elle fonctionne, il y a des séquences, il y a des gens qui arrivent, qui partent de tout ce que je l'avais dit dès le départ. C'est-à-dire, je viens faire ma part pendant une période, j'ai amené des innovations, notamment ce que j'ai dit là, dans le domaine de la coopération. Ben, il y en a encore d'autres au niveau de l'intégration, il y en a d'autres au niveau de la francophonie. On va y arriver. Bon, bref, donc c'est ces délais de temps sur lesquels il faut devoir évaluer, et il me semble que, comme je viens de vous dire, quand vous avez fixé les règles, et que les gens sont consentants pour les remises en œuvre, c'est beaucoup plus facile, et l'affectation de ces moyens est tout à fait optimale sur le terrain. Vous avez fait plus d'1 an, vous avez parlé d'évaluation annuelle de la coopération. Est-ce qu'il y a, pendant cette année, des œuvres que vous avez menées qu'on peut juger utiles en termes d'accords? Vous avez parlé de 30% qui rentrent au Congo. Est-ce qu'il y a des accords que vous avez réussi à annuler car ne profitant pas assez à la République? Vous savez, la Covid est venue aussi perturber les choses, mais il y a des accords, effectivement, qu'on a dû bloquer en disant, voilà, ça ne nous intéressait pas, il fallait repousser. Je ne vais pas le citer ici. Bon, pourquoi? L'État oblige, parce que ce n'est pas nécessaire de pouvoir commencer à épingler les uns les autres. Ce sont les domaines assez sensibles. Il serait bien quand même qu'on sache qu'il y a certains pays qui veulent plus profiter de nous qu'autre chose. Mais quasiment tous les pays veulent profiter de nous. Alors pourquoi continuer la coopération? Non, quasiment tous les pays. Ben oui, mais on est obligé, c'est-à-dire on est dans l'intégration internationale. On n'a pas le choix. On ne peut pas rester en dehors de cette intégration, de cette mondialisation. On ne peut pas dire de votre aide, de cette aide, on n'en veut pas parce qu'elle profite plus à vous. Vous étiez en Belgique il y a 30-40 ans lors de ce fameux débat sur qui a opposé les hommes politiques congolais aux journalistes belges. Les Nimi Kamanda et Pika Kassenda. On avait été fiers du Zaïrois à l'époque qui disait non, si c'est pour venir vous aider en donnant l'impression de nous aider, nous n'en voulons pas. Vous n'êtes pas allé jusque-là? Bien sûr, j'étais jusque-là. Vous savez, c'est moi, entre parenthèses aussi, c'est mon ministère qui donne les accréditations pour les coopérants en RDC. Donc c'est de ma signature qu'on accepte que quelqu'un reste ou ne reste pas en RDC.
je donne l'autorisation à quelqu'un de venir ici travailler en RDC par rapport à la coopération. Donc c'est ça, ce qui fait que quand je dis que c'est non, et la personne ne peut pas venir. Bon, mais je ne peux pas lister, c'est pas très propre. Je ne suis pas pour la polémique, mais simplement je peux rappeler que dans un certain nombre de domaines, on a stoppé. Vous avez des bourses qui arrivaient, et les gens se battaient pour les bourses, et quand ils allaient voir ces bourses-là, c'était rien du tout. Certains pays s'est prévalé de donner des bourses, et quand on envoyait les enfants à l'étranger, qui vous en souviennent, on a eu des morts en Inde, on a eu des morts en Russie, on a eu des morts, en Ukraine. Vous voyez que vous les citez. Bien sûr, mais c'est pour dire, ça c'est quand même assez important pour ne fût-ce que la notoriété du pays, la fierté du pays, l'auréole du pays, de dire ce genre de choses en disant, je ne peux pas concevoir que vous m'offrez une bourse que je n'ai pas demandée, dans un domaine que je n'ai pas demandé, à une hauteur qui ne convient pas pour respecter un être humain, une jeune fille ou un jeune garçon. Attends, j'envoie les jeunes filles pour aller faire certains cours qui n'ont rien à voir avec ce qu'attend la RDC en termes de son développement. Et pourquoi vous les envoyez? Non, mais parce que les familles se battent pour envoyer les enfants à l'étranger. Okay. Donc dès qu'il y a des bourses qui arrivent, tout le monde saute dessus. Et finalement, quand ces enfants arrivent à l'étranger, on découvre qu'effectivement, par mois, on leur donne $100. $100. Il y a un logement, il y a $100. Mais la fille fait quoi? Elle se prostitue, obligatoirement. Elle va se prostituer. Alors les parents doivent soutenir, et les parents eux-mêmes n'ont pas de moyens. Donc, c'est très compliqué. Et cette bourse n'a pas pour vocation de pouvoir aider dans un domaine précis la RDC. Donc, ça ne m'intéresse pas du tout. Je l'arrête. J'ai arrêté certaines bourses pour ça. Puisque vous ne voulez pas citer les mauvais élèves, est-ce que vous pouvez nous citer les bons élèves? Quels sont les 3 premiers pays qui ont la meilleure coopération avec la République démocratique du Congo à ce jour? Je dirais, la coopération avec le Japon, c'est une coopération particulière, très intéressante. Parce que le Japon, en termes de formation, vous verrez très bien que le peu qu'on a envoyé au Japon sont revenus, soit sont restés malheureusement sur place, et qui sont revenus ont été d'une très haute facture, de très haute qualité, le Japon. Les pays d'Asie, au fait. Les pays d'Europe, malheureusement, avec toute la bonne foi que je peux avoir aujourd'hui, il y a toujours un regard condescendant. Et c'est insupportable. C'est insupportable. C'est-à-dire que moi je suis né après la colonisation. J'ai peut-être le malheur d'avoir grandi en Europe et tout ça, parce que je n'ai pas une conception d'un regard d'une hauteur supérieure à la mienne. Et puis, comme j'ai compris qu'effectivement, il n'existait pas des races humaines, il existe une race humaine avec la variété mélanine. On nous a vendu plusieurs races humaines. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas, c'est faux et archi-faux. Les anthropologues nous ont vendu ça, et la controverse de Valladolid qui disait que les Noirs étaient inférieurs à permis pour avoir les codes noirs et tout le reste et tout ça, les Gobineaux, et puis par la suite les Hitler. Bref, on a hiérarchisé les races, et ces gens vivent avec ça. Donc ils sont en face de vous, en vous faisant comprendre que vous êtes inférieurs. Alors, oui, mais est-ce que ce n'est qu'une question de race? Il y a certains pays d'Afrique noire qui sont plus respectés que nous, parce qu'ils sont plus sérieux que nous aussi. Ce n'est pas qu'une question de race. Non. La question qui a été posée, qui était la vôtre, j'essaie d'y répondre. Vous me dites, avec qui la coopération se passe moins bien? Je vous dis, ceux avec qui on a eu un passé assez tumultueux par rapport à cette évaluation, à cette fixation sur le fait qu'on serait inférieur à eux. Ceux-là, par contre, on a des soucis avec eux. Ça peut s'améliorer de temps en temps, ils peuvent être très très bons par moment, des fois compatissants, mais globalement, ce n'est pas très intéressant. Mais je reviens au même constat, c'est peut-être parce que de notre côté, il n'y a pas de gouvernance. Non, de notre côté, la plus grande question, la question majeure, parce que vous avez parlé d'autres pays, la question majeure, c'est l'identité congolaise. Les projets congolais, c'est quoi les projets congolais que chaque enfant congolais essaie d'intégrer dans sa tête, dans son cœur et pour l'avenir? Comment un enfant congolais se projette? Si vous parlez à un enfant sud-africain, il sait se projeter. Peu importe la situation qui est la leur, il sait se projeter. Vous parlez à un enfant tanzanien, il sait se projeter. Un enfant éthiopien sait se projeter. Mais nous sommes dans une sorte de bouillabaisse permanente où les insultes priment sur les restes, où les fonds n'existaient pas. On travaille en surface. Moi, je travaille en profondeur depuis mon jeune âge. Et j'essaie d'évaluer les choses par rapport à la profondeur. Je me pose toujours la question, qui suis-je donc? C'est quoi être congolais? Être congolais, c'est être celui qui est précurseur des mathématiques avec les bâtons du Shango et qui recèle l'essentiel de matière première de la planète et qui est au centre de la planète pour la promotion, l'avenir de... Alors, en ce moment-là, quand on a dit ça, et qu'on essaie de tracer la ligne de l'histoire avec toutes les souffrances endurées et les quelques héros qu'on a eus, qui ont montré les chemins, qu'on confectionne une autre dimension, une autre vision quasi mystique, alors en ce moment on commence à comprendre, on se bat pour ça, on s'insulte, on s'unit. Tout à l'heure vous parliez des
Oui, de manière isolée, on a beaucoup de personnes, mais pour mettre ça tous ensemble, c'est compliqué. Mais parce que cette idée-là n'est pas là. Cette idée-là n'existait pas. Vous pouvez avoir les meilleurs du monde, mais tant que vous n'avez pas cette unité, cette corporéité qui fait de vous une âme et un esprit, on va toujours naviguer à vide, quoi. Mais en français, c'est un nom. Manque de gouvernance et de leadership. Ah oui, mais ça c'est un peu basique. Ça c'est un peu basique. C'est pas ça. C'est beaucoup plus spirituel, ça. L'identité qui fait que l'Allemagne a été rasée, et se lève les jours d'après et domine encore l'Europe et tout. C'est ça il s'agit. C'est pas la gouvernance, c'est autre chose. C'est l'esprit d'un peuple et l'âme d'un peuple. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'en n'importe quel, on a cet élément-là particulier. Juste un aspect qu'on peut voir au bout par la lorgnette, qui est de faire en sorte que aucun Congolais n'accepte qu'on coupe un petit morceau du Congo. Ça, au moins, ça existe. Et l'unité pour l'étendue du territoire est quasiment intouchable. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'on ne nous vole pas nos richesses, mais tout le monde est d'accord aussi pour qu'on ne les exploite pas. Conclusion, toute la terre entière en aura après nous, parce que nous sommes un réel gâchis. C'est ça l'identité congolaise selon vous? Non, ça c'est pas l'identité congolaise. C'est ce à quoi vous semblez dire. Tout le monde, donc on ne sait pas ce qu'on est, on ne sait pas ce qu'on veut, mais on ne veut pas du tout qu'on touche à une parcelle de notre terrain pour lequel nous ne faisons rien. Non, mon cher Christian, ce que vous présentez, c'est l'absence d'identité, c'est pas l'identité. Je viens de vous donner les matériaux qui construisent l'identité. Si vous n'avez pas ces matériaux-là, ce qui existe, c'est la dégénérescence d'une identité. La dégénérescence d'une identité, c'est pas l'identité. L'identité, c'est ce que je viens de vous dire. C'est ce que nous sommes. Nous sommes dans une phase de dégénérescence certaine. Tout à fait. J'ai écrit un texte, Ma Nation, de la génération d'une nation de sa renaissance. Hein, mon texte est là, Ma Nation, en 2007. De la dégénérescence d'une nation et de sa renaissance. Tout est là-dedans. Ce qui nous manque, c'est cette conception, cette unité quasi mystique d'appartenir à une terre, ses souffrances et de se projeter. Et le respect de cette terre-là. Je l'ai écrit, je l'ai théorisé, je sollicite qu'on mette ça en pratique parce que tous les pays du monde ont une identité, une âme et un esprit. Chez nous, après cette émission, à côté de ça, il y aura des émissions où les gens sont insultés violemment, ça va faire les buzz. Mais lorsque vous parlez de ça, ça ne fait pas les buzz parce qu'on n'a pas la conscience collective de ce que nous sommes sur la planète et de la perspective qui doit être la nôtre pour pouvoir intégrer les centres plutôt que la périphérie. Parce qu'ici, dans le monde, il y a le centre et la périphérie. Et on ne doit pas compter sur la coopération internationale sur les autres pour que nous nous en rendions compte nous-mêmes. Parce que tout le monde se satisfait de nous voir dans cet état-là. Vous êtes d'accord avec moi? Imaginez un seul instant que le cobalt congolais est transformé en RDC. Quand on arrive dans les concerts des nations, à chaque table, on s'assied, nous représentons la succession de l'OPEP. L'OPEP, porte disparue, RDC seul représente l'OPEP. À chaque table, quand on s'assied, les respects absolus. La coopération devient différente. Qu'est-ce qui nous manque pour atteindre ce stade-là? La transformation des matières premières passe par la promotion de l'intelligence. Qu'est-ce qui nous manque pour, très rapidement, parce que ça passe aussi par de gros investissements qui pourraient venir pas forcément de la coopération, mais certainement du business ou des échanges, du partenariat, on va dire, un partenariat économique. Qu'est-ce qui nous manque pour atteindre ce stade-là? Je suis parti voir mon ami José Sélé dans son bureau. Le ministre des Finances. Je lui ai dit ceci. Si tu sors de ces ministères sans avoir finalisé la TVA au sens profond du terme, tu auras été un comptable de la République, rien d'autre. C'est un grand technicien des finances publiques. C'est quelqu'un qui est respecté au Fonds monétaire à la Banque mondiale. C'est vraiment un grand. C'est quelqu'un de ma promotion. Enfin, on a quasiment grandi dans l'administration, lui et moi, dans la gestion de la République comme conseiller. Il a été DIRCAB, il a été patron de la DGI. Et si tu ne fais pas ça, dans mon livre L'homme et la structure, j'ai dit, nous devons souffrir pendant 2 ans pour mettre en place cette TVA. Que la maman qui sort chaque matin pour aller vendre son pondou sache qu'elle a la protection de la République, elle a les routes qui sont asphaltées, organisées, irriguées utilement, que ses enfants peuvent avoir des soins médicaux à moindre coût et qu'à la condition qu'elle puisse payer sa TVA. Alors, sur 100 millions d'habitants, si on réduit
à 30 millions d'actifs à hauteur d'$1 ou de $2 par jour sur la TVA, transport et tout ça, on a des milliards qui nous permettent de pouvoir maintenant mettre en place notre politique. Ce n'est pas normal qu'on soit allé commander un 500 millions ici, un milliard là-bas, alors que le monde entier fonctionne avec la TVA. Pourquoi on veut inventer la roue? Le monde entier fonctionne avec la TVA. Vous allez en Éthiopie, ils sont en train de construire leur téléphérique. Ils construisent des tramways sur base de la TVA. N'importe quel épicier à Addis Abeba, vous devez payer la TVA. N'importe quel épicier ici à Kigali, vous payez la TVA. On ne fait plus les commerces à la sauvette. Pourquoi? On a compris, effectivement, c'est là où il y a la ressource essentielle. Richelieu dit ceci au roi: taxons le peuple, on aura de quoi construire le royaume. Le roi lui dit: mais le peuple est pauvre. Il dit: mais non, il est plus nombreux. Il va consentir un petit rien. Ce qu'on va demander, c'est pas de racheter, puisque vous voyez, quand les gens se battent pour aller dans les grandes entreprises, chercher de l'argent et tout ça, bon, et puis les entreprises aussi ont un problème, parce qu'en termes d'investissement dans les secteurs il y a un problème aussi. Quasi toutes moribondes. Oui, donc il faut essayer de faire en sorte que la contribution de chaque Congolais à l'effort national ne fût qu'en payant sa TVA. Mais encore faut-il qu'elle soit organisée, qu'elle soit irriguée dans la bonne direction. Ce n'est pas une TVA qui va dans les poches des gens, mais qui doit aller dans la marmite nationale pour tout le monde, pour l'intérêt de la République. En ce moment-là, vous pouvez ponctionner chaque année $1 milliard pour affecter à la transformation de matières premières. Je rappelle que nous sommes en émission avec le monsieur Pépin Guillaume Manjolo, ministre d'État à la coopération internationale, à l'intégration régionale et à la francophonie. Après la coopération internationale, vous y avez mis beaucoup de philosophie. Parlons de l'intégration régionale. La gestion des guerres à l'Est, c'est un peu aussi la gestion des conflits, c'est aussi un peu votre secteur. On a dit intégration régionale pour que les pays de la sous-région travaillent ensemble, exploitent tout cet espace ensemble et finissent les guerres. On en est loin. Je ne reviens pas sur la présentation de la philosophie. La philosophie, c'est la sagesse. En fait, toutes les grandes écoles, médecine, astronomie et tout ça, a été appelé école de philosophie. Donc il y a une confusion dans cette approche-là. C'est la sagesse. Comment gérer la cité sagement? Revenons à la gestion de la guerre à l'Est maintenant. Bien sûr, c'est ça en fait. C'est-à-dire quels sont les mécanismes raisonnables qui nous permettent de pouvoir gérer la partie Est? Quelles sont les techniques ou les personnes vertueuses à mesure de pouvoir le faire, de sorte à trouver le bonheur de l'Est. Voilà la situation comme elle se présente. Jusqu'aujourd'hui, on a pris un mauvais chemin. Un peu comme ce qu'on a pris par rapport à la relativité. Et que finalement, Einstein nous dit, mais vous êtes parti dans n'importe où. Finalement, c'est E égale à MC au carré. Ah bon? Bon, maintenant, ici, la partie Est. L'intégration régionale n'était pas la bonne solution. C'est la solution dans la partie Est, mais il y a des préalables à pouvoir absolument remplir. Vous avez, dans toute la partie Est, cette cordillère minière. C'est là où il se passe des exactions, des tueries en masse. Pourquoi? C'est autour des minerais. C'est autour des minerais. Parce qu'il n'y a aucune autre raison que les gens viennent comme ça tuer matin, midi et soir sans qu'il y ait le moindre profit, le moindre intérêt. C'est autour des minerais. Il s'avère que les pays voisins qui sont là, ce soit les Rwanda, les Burundi, l'Ouganda, sont les passages de ces minerais-là pour le marché international. Ces milices et ces rebelles, tous ces criminels qui sont censés peut-être aussi aujourd'hui estampillés terroristes, lorsque, il y a 3 ans, plus ou moins, il nous restait 40 groupes identifiés. Aujourd'hui, on a dépassé les 180 groupes identifiés. 180. Ça pose un problème. Et alors, la proposition que j'ai faite et qui a été entérinée par l'Union européenne lorsqu'on a eu une discussion dans le cadre de l'accord de Cotonou, c'était celle-ci. Et qui sera normalement par la gestion de l'Union africaine par les chefs de l'État. J'espère, j'ai demandé, j'ai écrit, j'ai donné, dans la passation des responsabilités de celui qui viendra par la suite, d'accompagner les chefs de l'État sur ces principes clés. Qui est celui-ci? Il y a 2 instruments majeurs qui ne sont pas les nôtres. Il y a les Dodd-Frank Act, qui parle de la fiscalité américaine et de la concurrence, mais il y a un chapitre très très profond sur la RDC. Que les gens qui commercent les matières premières qui viennent de la RDC essaient de faire la concurrence
déloyale au niveau américain. Donc il faut la traçabilité des matières premières RDC avant que ça n'arrive sur les marchés américains. Alors, donc l'approvisionnement de matières premières RDC, il faut voir comment ça se fait. Donc il faut estampiller les produits RDC par les gouvernements congolais avant qu'ils soient sur le marché. Ça, c'est le Dodd-Frank Act qui nous donne cette option-là. L'Union européenne, en 2017, fait une résolution identique au Dodd-Frank Act par rapport aux matières premières qui viennent de la RDC. Alors, si on articule ces deux règles internationales, on les coule dans un document, puisqu'on l'a coulé aujourd'hui dans les cadres de l'accord avec l'Union européenne, et que finalement, on donne ça à l'Union africaine pour mettre ça en œuvre. Aucune matière première n'est sortie de la RDC sans être estampillée. Et par conséquent, tout pilleur aura un problème pour écouler. Ça prendra 2-3 ans, au moins, ça va régler les problèmes. Mais les soucis que j'ai pour l'instant, que j'ai aujourd'hui, c'est la précaution que j'invite ceux qui vont me remplacer à la tête de ces ministères, de prendre absolument, parce qu'il s'agit de l'État congolais, c'est notre mère patrie, et par conséquent, j'y tiens. Lorsqu'ils vont devoir négocier notre entrée dans l'EAC, qu'ils prennent la précaution de dire que les matières premières RDC ne peuvent pas être considérées comme les matières premières EAC, mais matières premières RDC. Doivent être estampillées RDC. Ce n'est pas normal qu'on ait des raffineries d'or en Ouganda alors qu'ils ne produisent pas l'or. L'or vient de l'Ituri. Et ce sont ces milices qui amène cet or vers l'Ouganda. Ce n'est pas normal que le Rwanda soit plus grand producteur de coltan que nous, alors qu'il n'en a quasi pas. Avec la première transformation sur place. Il y a des structures de transformation sur place. Donc, il y a un problème par rapport à ça. Et donc, il faut vraiment être très, très sourcilleux par rapport à ça et bien y regarder de sorte à ce qu'on puisse d'abord certifier RDC avant de sortir du périmètre congolais et circuler dans la zone EAC éventuellement et partir au-delà. Donc c'est capital. Alors c'est ça la solution. Dans l'intégration actuelle de l'EAC, cette disposition n'a pas été exposée ? Écoutez, nous on n'est pas EAC à la base. Oui, mais nous sommes SADC. On ne l'est pas, mais on s'apprête à y être. Vous êtes le ministre de la coopération. Vous n'avez pas été mis à contribution dans les négociations ? Dans les cadres des activités de l'impérium du chef de l'État, il peut prendre des décisions. Il appartient maintenant au ministre de mettre ça en œuvre. Donc, moi, on m'a soumis les dossiers quand je suis arrivé au gouvernement. Le chef d'État avait manifesté l'intérêt d'entrer dans cette communauté. Il avait dit, à l'occasion d'une réunion en Tanzanie, à Dar es Salaam, et quand je suis arrivé au gouvernement, on m'a soumis ce dossier-là. J'ai vu le chef de l'État, je vais présenter les tableaux. Je lui ai dit, voilà, la situation, c'est celle-ci. On ne peut pas faire ça, il y a des préalables à pouvoir remplir. Il a dit, ok, d'accord, je suis d'accord avec vous. Alors, on fait comment ? J'ai dit, voilà, je vais proposer d'abord, dans un premier temps, un forum de l'Est. Ça a été entériné, adopté par le gouvernement. Les forums de l'Est consistent à pouvoir réunir les gens de l'Est, évaluer tout ce qu'il y a comme problème à l'Est. On ne peut pas décider au départ de Kinshasa, on va faire ci, faire cela. Moi, j'amène les règles internationales en ce qui concerne le Dodd-Frank Act et la résolution de l'Union européenne. Et puis, puisque je vois que tout ce qui concerne la CIRGL n'est pas appliqué, la partie Est ne se soumet pas aux règles de la CIRGL. Alors, il faut chercher d'autres règles qui soient contraignantes. Donc, je l'ai amené au niveau de la partie Est. Je devais réunir les 6 gouverneurs de la partie Est, à partir de l'Ituri jusqu'au Tanganyika, et réunir tout ce monde-là, de sorte à ce qu'on puisse évaluer qu'est-ce qu'il faut faire dans les cas de la coopération, les entendre. Maintenant, voir quels sont les instruments applicables pour être en adéquation avec leur position. Ça a été accepté par les gouvernements, adopté par le gouvernement, mais la mise en œuvre aussi a bloqué parce qu'il n'y a pas eu de gouvernement à partir du mois d'octobre. Donc on va continuer à subir cette crise à l'Est tant que selon vous ce ne sera pas... Non, on ne peut pas dire ça. C'est-à-dire, moi je suis optimiste, j'ai une autre idée de la République, une confiance à ceux qui doivent suivre. Parce que chaque enfant congolais doit avoir la conscience par rapport à l'intérêt de la partie Est. Et par conséquent, moi, j'ai donné des instruments éventuels qu'on peut améliorer, amender éventuellement, mais avancer avec ça. Au moins, ça, c'est la clé de la solution par rapport au problème. Coopération internationale, intégration régionale, francophonie. Francophonie, nous sommes membres de la francophonie, nous sommes pays francophones les plus importants. Qu'est-ce qu'on y gagne ? Mais la francophonie n'a pas seulement la langue française, il y a aussi certaines règles qui sont notamment la démocratie.
Vous savez, quand on fait les élections ici, l'OIF participe, soutient, accompagne pour... Participe plus financièrement, elle encadre, elle vérifie. On est donc dans une organisation qui ne fait juste que contrôler que nos élections sont bonnes. Non, ça coûte de l'argent parce que c'est un pilier de la francophonie. La démocratie fait partie des outils de la francophonie. On ne peut pas être dans la francophonie sans être un pays démocrate. Donc, c'est pas possible. Oui, mais on peut être démocrate sans être de la francophonie. Ça veut dire que c'est pas la francophonie qui fait qu'on est démocrate. Non, on a un partage, la langue française d'abord, et par la suite, maintenant, on a des outils qui construisent au fait la francophonie. Bon, donc, dont notamment la démocratie. Et ils accompagnent pour la surveillance, pour ceci, pour cela, tout ça. Bon, il y a ça. Il y a la culture. Le Rwanda, qui a le secrétaire général de la francophonie, est moins démocrate que nous. Oui, mais ça, je le sais. Et était sorti de la francophonie. Oui, mais oui. Donc la seule raison de la francophonie ne devrait pas suffire à y rester. Vous savez, il y a ce qu'on appelle aussi les lobbying politiques. Alors, soit vous êtes outillés pour pouvoir le faire. Écoutez, moi je ne vais pas dire au Rwanda, vous n'avez pas bien fait. Les Rwandais ont une capacité d'investir dans ce domaine du lobby très, très puissant. Et ils mettent de l'argent et des moyens et du personnel capable de pouvoir obtenir des postes au plan international. On n'a qu'à faire la même chose, on peut faire mieux qu'eux, parce qu'on a la technicité meilleure que chez eux. Mais simplement, il faut cette volonté, cette identification de qui nous sommes pour pouvoir peser sur la scène internationale. Il s'agit de ça. Tous les postes qui sont ouverts, par exemple, sur le plan international, pour pouvoir concourir. J'ai dit qu'il faut faire ce que j'appelle la théorie du piéton imprudent, qui consiste à pouvoir dévancer tout le monde, mais il faut mettre des moyens. Sans argent, c'est impossible. Alors, si on ne peut pas faire une petite campagne pour un poste, c'est un peu compliqué. Mais ça, il faut déjà prévoir un mécanisme qui finance cette quête-là, ces lobbies-là. C'est pas, on est toujours dans une sorte d'improvisation sans cesse. C'est ça les grands problèmes. République démocratique du Congo, diront certains. Les Jeux de la francophonie auront bien lieu, comme prévu. Tout est prêt, tout sera prêt. En tout cas, normalement... C'est vous qui présidez à tout ça, non? C'est vous qui pilotez tout ça? J'ai piloté, je ne pilote plus. Depuis que vous êtes en affaires courantes ou vous ne pilotez plus, ou le ministre de la Coopération ne pilote plus? Le ministre de la Coopération ne pilote plus. Pourquoi? Il y a eu une nouvelle ordonnance qui a dessaisi les gouvernements au profit du cabinet du chef de l'État. Oui, mais quand vous allez dans les organisations de la francophonie, c'est le ministre qui est là-bas reconnu. Comment est-ce que le gouvernement n'est plus l'interlocuteur de la francophonie? Bon, en fait, pour donner les choses dans leur substance, les Jeux de la francophonie, ce sont des Jeux olympiques qui sont pilotés par les gouvernements du pays concerné. Et en RDC, il y avait plusieurs ministères qui faisaient partie de l'équipe devant conduire ces Jeux, ces processus des Jeux. Il y a les finances, parce que les finances de la République sont concernées, les budgets, les ITPR, les sports, la jeunesse, la culture, la recherche scientifique et la communication. Tous ces ministères dans un même bloc, comité ministériel, pour piloter. C'est une machine énorme. À la tête de ces groupes ministériels, les ministres de la coopération, donc c'est lui qui est en charge de la francophonie. La première chose à faire, c'était d'obtenir réellement les Jeux. C'était pas évident. Donc, vous les avez obtenus. Aujourd'hui, vous les avez obtenus, vous avez été dessaisi au profit de la présidence de la République. Mais quand vous obtenez les Jeux, je suis avocat, quand vous obtenez les Jeux, vous amenez avec vous une plaidoirie. Vous présentez la chose, les possibilités de pouvoir le tenir, les moyens financiers pour pouvoir accompagner, tout ça. Vous présentez un tableau. C'est la parole de la République qui vous donne. Et par conséquent, il faut soutenir maintenant ce que vous avez proposé. Vous venez convaincre le gouvernement pour pouvoir mettre ça en œuvre. Ce que j'essaie de faire, que j'ai obtenu au fur et à mesure du chef de l'État, il m'a accordé ça. Maintenant, ceux qui vont devoir suivre doivent s'appliquer pour pouvoir atteindre ces buts-là, cet objectif-là. Ce n'est pas évident, mais ils peuvent s'en sortir. Je leur souhaite bonne chance. La République est comme ça. Il y a un qui arrive, l'autre qui part, ainsi de suite. Il faut toujours avoir ses cartons sur soi quand on rentre dans un ministère ou dans une administration, parce qu'on sait que ce n'est pas éternel, ce n'est pas un empire, ce n'est pas un royaume. Ce sont des postes mouvants. On arrive et on doit partir. Donc, il faut se préparer mentalement. Il faut avoir un métier pour dire, voilà, après ça, j'ai mon métier. Je suis avocat, je suis écrivain, je vais faire des conférences et tout ça. Bon, bref, c'est ça l'idée. Bon, maintenant... Est-ce qu'on sera en mesure de pouvoir le tenir dans le délai avec tout ce qu'il y a comme problème actuel? Je ne sais pas très bien, mais je souhaite absolument qu'on les fasse parce que c'est l'honneur de la RDC. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible si on y met du sérieux, du cœur et de la bonne volonté, de la technicité surtout. La technicité, c'est capital. Parce qu'on ne peut pas improviser quand on ne sait pas jouer. J'ai rien contre les FC qui nous envoient, mais face à Barcelone, c'est un peu compliqué. Voyez-vous?
Que pensez-vous ne pas avoir été en mesure de faire? Ça, c'est la question que je posais à tous les ministres. Je ne la poserai plus. Vous avez dit ce que vous n'avez pas été capable de faire. Quel héritage laissez-vous à la postérité et à votre successeur? Oh, mais l'héritage, moi, c'est pas moi pour pouvoir évaluer l'héritage. C'est-à-dire que j'ai amené quelques règles, des réformes majeures dans le domaine de la coopération, dans le domaine de l'intégration. Je vais d'énumérer ici les chapelets. Bon, sur un délai de temps aussi court, dans les conditions assez difficiles des gestions, j'ai fait ce que... En fait, ce qu'il faut dire aussi, j'ai omis par maladresse éventuellement, c'est que la coopération et les affaires étrangères sont l'appendice de la présidence de la République. Et j'avais la confiance du chef, même si je sais que entre les chefs et moi, de temps en temps, il y avait quelques parasites qui intervenaient pour pouvoir polluer la relation. Mais chaque fois que je l'ai vu, c'était correct. Il ne m'a jamais demandé quelque chose que je n'ai pas fait. Je ne lui ai jamais demandé quelque chose qu'il ne m'ait pas accordé. Voyez-vous? Donc ça s'est passé comme ça. Mais malheureusement, il y avait toujours les gens qui venaient empoisonner, les gens très toxiques. Et c'est ça la grande difficulté de la République, de cette toxicité qui pullule ici et là pour envenimer la situation de la République et trouver une faute ici, une faute là, au lieu de laisser travailler. Malheureusement, c'est ça. Donc ce que je n'ai pas pu faire, c'est suffisamment... obtenir que les gens se taisent un peu, qu'ils laissent les chefs travailler avec les gens qui étaient en adéquation avec ce qu'ils voulaient faire exactement. J'ai le malheur d'avoir fait 12 ans à la coopération des affaires étrangères comme conseiller aux côtés du ministre Mochi Banda à l'époque du président Kabila. Donc je connais la maison par cœur, chaque département. Donc j'apporte une expertise. Je ne peux pas dire aujourd'hui que j'ai fait un exploit, je suis fils maison. Si j'étais parti dans un autre département et j'aurais fait des exploits et tout ça, c'est différent. Mais ici, je suis fils maison. Et en plus, j'enseigne la coopération et l'intégration à l'ENA. Donc ce qui fait que je ne peux pas avoir des prétentions extraordinaires. C'est un domaine dans lequel je me trouve et qui est presque basique en ce qui me concerne. Est-ce que vous espérez vous succéder? Ma position au gouvernement dépend uniquement de 2 personnes, pas de moi. Épictète nous dit, vous n'avez pas la philosophie. 2 personnes, le président de la République oui. Non, mais ma question, c'est pas ça. Ma question, c'est est-ce que... Je parle de vos espoirs. Non. Tout le monde sait qui nomme, si que vous soyez FCC. C'est ça. Vous l'êtes toujours d'ailleurs, vous, FCC. Vous n'êtes pas Union Sacrée. Je suis FCC. Ok. Je suis FCC, pas Union Sacrée. Ma réponse est celle-ci. Mais permettez que je puisse aller jusqu'au bout, puisqu'il y a des gens qui vous suivent énormément, surtout les étudiants qui vont suivre quand ils sauront que c'est moi qui passe, parce que j'enseigne quand même. C'est important de pouvoir les fixer. Épictète, qui est un philosophe extraordinaire. Non, ramenez pas. Non, s'il vous plaît. Non, parce que ma question est. Je répète ma question parce que vous l'avez pas entendue. Non, vous n'avez pas entendu ma question. Je l'ai entendue. Je parle de. Ma question est claire. Non. Bah oui. Est-ce que vous espérez vous succéder? Je parle de votre volonté à vous et non pas des dispositions. Vous savez, comme votre maître El Kabash avait ses questions et puis on répondait. Moi, j'ai mes réponses, vous avez vos questions. Ma réponse est celle-ci. Je réitère ma réponse en disant qu'Épictète nous dit « Dans la vie, il y a ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Mes espérances pour être au gouvernement ne dépendent pas de moi. » Oui, mais est-ce qu'elles existent? Ma question, c'est est-ce qu'il y a espoir? Pourquoi voulez-vous avoir l'espoir d'une chose dont vous n'avez pas la maîtrise? Oui, mais si vous avez la maîtrise, vous espérez, vous voudriez rester. Si vous pouvez... Allez, non. Si cela ne dépendait que de vous, oui ou non? Et vous savez, vous avez des suppositions qui n'existent pas. Pas de suppositions qui n'existent pas. Je vois les gens... Si le président Félix Tshisekedi vous dit, oui. Monsieur le ministre d'État, je voudrais que vous continuiez, vous lui direz oui ou non? C'est ma question. Sans philosophie aucune, sans... Direct, oui ou non? Je ne sais pas ce que vous avez contre la sagesse, mais... Ne dites pas que je ne fais pas preuve de sagesse. Non, contre la sagesse, parce que la philosophie de la sagesse. Qui vous dit que ma question ne va pas toucher le cœur de ceux qui décident? Ceux qui décident. Votre réponse... Ma réponse est celle-ci. Oui. En ce qui me concerne, ceux qui décident sont à 2. Il y a celui qui est le patron du FCC, qui s'appelle Joseph Kabila. Il y a celui qui est le patron du pays, qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. S'ils conviennent pour ma position, je me soumets à l'autorité, je suis au service de la République. S'ils ne conviennent pas sur ma position, je me mets à l'écart de la gestion de la République. C'est pas compliqué. La réponse est simple. Je suis au service, je suis né au service de la République. Mon père a été au service de la République. Je suis au service de la République. Dans les conditions. On ne saura donc pas, Monsieur Guillaume Manjolo étant une personne indépendante de tout
qui réfléchit Je vais vous montrer ma dépendance directe. Mais votre réflexion, moi je parle de vous. Je ne parle pas des autres. Est-ce que si l'espoir vous était permis, vous voudriez vous succéder? Le fait de faire l'ellipse d'une question ne modifie pas la question. C'est la même question que vous posez et la même réponse que vous allez avoir. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de moi et ça dépend... Si ça dépendait de moi, c'est-à-dire, admettons que je sois chef de l'État. Alors, posez-moi la question, c'est beaucoup plus facile. Je ne suis pas chef de l'État. Je ne suis pas le président ou l'autorité morale du FCC. Je suis ni l'un ni l'autre, donc ma volonté n'a aucun intérêt. Je vois des gens se trimballer dans les rues avec leur propre volonté. Des volontés, mais à moindre frais. Mais ça ne vaut rien du tout. Ici, il s'agit de grandes volontés, pas de petites volontés. Je suis aujourd'hui dépositaire de la toute petite volonté qui n'a aucun intérêt dans les panoramas politiques actuels. Et par conséquent, je me réfère aux deux grandes volontés qui peuvent fixer mon être et mes ambitions éventuelles. Nous retiendrons que nous n'aurons pas la réponse de cette petite volonté. Est-ce que ce ministère est utile, le vôtre tel qu'il est? Avant, il était collé au ministère des Affaires étrangères. On parle de réduire la taille du gouvernement. Est-ce que la coopération internationale, l'intégration régionale et la francophonie devraient, selon vous, peut-être avec les affaires étrangères, de nouveau faire un seul grand ministère? Lorsque vous avez un très grand technicien de la coopération et de l'intégration, il peut gérer les affaires étrangères. On a eu ça avec le ministre Mochi Banda, donc c'était beaucoup plus pratique. C'est vrai, c'est plus pratique parce qu'il y a toujours une difficulté de pouvoir gérer certains aspects de la coopération. Les cas de coopération est signé par le ministre des Affaires étrangères. La relation avec les ambassades, c'est avec plutôt par le ministre de la Coopération. Avec les ambassades, c'est avec les Affaires étrangères. C'est un peu compliqué pour avoir deux têtes qui pilotent. C'est mieux une tête. Mais une tête qui a les compétences. En période actuelle, il faut la grande compétence pour être en mesure de piloter, d'orchestrer, voulais-je dire, c'est cette méga structure. Parce que vous n'avez pas que les affaires étrangères, vous avez la coopération, vous avez surtout la gestion de conflits. Donc, selon vous, c'est possible? C'est tout à fait possible de pouvoir donner ça à quelqu'un, mais il faut qu'il ait la technique, les profils. C'est-à-dire que les jours où on va nommer le nouveau ministre de la Coopération et des Affaires étrangères, si on met ça ensemble, invitez-moi, on parlera de son profil. À ce moment-là, on évaluera si effectivement il a les compétences requises pour les faire ou pas, ou c'est un compromis politique comme ça arrive de temps en temps. Vous noterez que ça ne dépend là que du président de la République et que vous avez donné votre avis. J'ai donné mon avis en disant que ça ne dépend que de lui. Oui, mais on connaît votre avis. Mon avis, oui, il faut un technicien. Je souligne juste le fait que l'on connaît votre avis, alors que le petit espoir, on ne sait toujours pas. Non, l'avis est mathématique, c'est-à-dire que vous demandez les profils de la mise ensemble de ces deux ministères, méga ministères. Quel est le profil? Les profils veulent que c'est lui qui comprend mieux les aspects de la coopération. Parce que c'est aussi la coopération qui place les gens dans les institutions internationales. C'est la coopération, c'est pas les affaires étrangères. La coopération qui place les gens dans l'intégration. Pour aujourd'hui, nous sommes en train de concourir au niveau de la SADC pour les secrétariats exécutifs. Il faut absolument, c'est la coopération qui gère ça. Donc, il faut avoir cette technicité pour la représentation de la RDC à travers le monde. Et comment est-ce qu'on parle avec les uns les autres? Comment est-ce qu'on affronte les anciens frères ennemis qui nous ont occupés, qui sont devenus nos amis par la suite et tout ça? Comment on parle avec eux d'égal à égal? Comment on leur explique que la controverse des Valladolid, c'est rien du tout, c'est faux et archi-faux, les blancs n'est pas supérieur aux noirs? Comment on leur explique que les codes noirs ne devaient pas exister? Comment on leur explique que la hiérarchie des races n'existait pas? Comment on leur explique que la RDC, c'est le centre du monde et par conséquent, vous n'avez pas le choix, vous devez parler avec nous? Comment on fait tout ça? Ce sont des choses qui demandent une très haute technicité, une modernité aussi. Il ne faut pas être à l'ancienne, il faut aussi s'adapter au sens où Épicure nous dit les anciens doivent connaître l'actualité et les jeunes doivent connaître aussi les mécanismes anciens. Donc c'est capital de pouvoir être toujours dans les deux paramètres, mais il faut une technicité, un discours qui soit en conformité avec l'heure du temps. La conceptualisation aujourd'hui, l'incontournabilité de la RDC, ça c'est un concept qu'il faut avoir en permanence. Et sans compter les derniers concepts, les contournements providentiels. Comment est-ce qu'on peut obtenir quelque chose en contournant l'autre qui est en face? Et ça, c'est une technicité très rare. Encore merci.